Elisabetta Bell est pasteur de l'Église vaudoise d'Italie, elle est italienne, pasteur de l'Église vaudoise. Elle est docteur en théologie protestante avec une thèse sur l'espérance chez Jacques Ellul, qu'elle a soutenue ici à l'Université de Strasbourg. Elle est chargée de cours en théologie protestante, en théologie pratique, je ne me trompe pas. Elle est responsable des stages des futurs pasteurs de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg et elle est également chargée de mission pour l'accompagnement des vocations pour l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. J'ai pas dit de bêtises. Ah, c'est fini, d'accord. 2 années de collaboration. Sorry. C'était pendant 2 ans, mais là, cette année, je suis juste maître de conférence contractuelle à la faculté de théologie protestante. Et sa thèse sur l'espérance chez Jacques Ellul est en voie de publication. Je peux dire ça. Très bien. Et donc, elle va nous parler maintenant d'une collaboration à 4 mains, nécessité de l'impossible, Ellul et Charbonneau pour combat nature, histoire et thématique. Merci à toi, Elisabetta, nous t'écoutons. Merci Frédéric. Alors, je vous remercie de me faire confiance pour vous accompagner sur un petit chemin. Donc, on a bien souligné à plusieurs reprises que donc, on est enfin sur un colloque officiellement portant sur les 2 pôles, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. Donc, dès l'annonce de ce projet, j'avais pensé de travailler un peu sur une collaboration très étroite entre les deux, qui a été faite donc au début des années 80 sur la revue Combat Nature. Alors, pour la petite histoire, voilà, le colloque étant annoncé, les articles restaient des articles photocopiés, récupérés juste à côté là. Frédéric, hier, vous disait, donc il y a entre ici et l'autre côté là-bas, le grand palais institutionnel, voilà, il y a un rapport de regard mutuel et réciproque. Dans l'entre-deux, il y a un 3e bâtiment, ça s'appelle la Bibliothèque nationale universitaire. C'est un joli bâtiment, on est toujours encore dans le quartier impérial. À la BNU, j'avais donc trouvé des articles par toute la collection, en fait, Combat Nature et Ellul. Alors, je vais commencer cette contribution avec l'expression d'un énorme regret. Tout d'abord, le regret de ne pas avoir pu chercher, en fait, à côté des articles, dans les échanges entre Charbonneau et Ellul, des lettres, des documentations qui puissent nous expliquer davantage comment ce projet a pu naître, se développer, etc. On a déjà une très bonne introduction dans le livre, parce que voilà, tout ça a quand même abouti entre-temps à quelque chose. Mais voilà, je remercie du coup Sébastien qui a entre-temps répondu à l'appel et qui m'a dit oui, ça existe, il y a quand même des lettres de Bernard Charbonneau à Jacques Ellul et vice-versa, où les deux échangent autour de ces projets. On est au début des années 80, 82, et les deux, paraît-il, voilà, nous donnent encore quelque chose à grignoter dans le très proche futur par rapport à cette idée. À côté du regret, donc, un premier remerciement à Sébastien dans notre... mais surtout, un énorme merci à Joyce Manent, qui n'est pas là, mais quand même, sans elle, on n'aurait pas pu arriver là. Joyce Manent, dans son énorme travail de reprise de tous les titres, les articles, tout ce qui était perdu, éparpillé, éclaté sur la planète, dans les différents médias de l'époque, a pu récupérer tout un tas de titres. Le deuxième merci, c'est M. Rognon. Merci à Frédéric qui a entre-temps récupéré avec son travail de Chartreux, que vous connaissez bien, tout un tas d'articles qui manquaient encore à la collection. Et donc voilà, en tant que petite doctorante en début de recherche, j'avais donc eu accès à cette précieuse récolte et voilà, pour chercher des articles pouvant éventuellement me rendre service pour ma recherche de thèse. Mais entre-temps, voilà, j'avais remarqué qu'il y avait tout un tas d'articles signés Ellul sur Combat Nature. Quand j'ai eu le temps, du coup, j'ai pu partir à côté, là, à la Bibliothèque nationale universitaire, et j'ai récupéré les articles. Et c'est là que la première surprise a eu lieu. Pas que les 2 articles d'Ellul, mais sur chaque numéro de Combat Nature, à côté d'Ellul, il y avait du Charbonneau. Et puisque les maîtres de doctorat enseignent bien à leurs élèves, j'ai tout de suite remarqué le truc. J'ai quand même photocopié le tout ensemble. Le 3e énorme merci, du coup,
à Daniel Serziel, avec qui j'ai échangé à certains moments entre Vancouver et après, et avec qui donc on a pu prendre contact avec Jean-Philippe Gadrier et notamment l'échappée. Et donc on a pu, ça a été un peu l'aboutissement d'un petit chemin, on a pu donc récupérer l'ensemble des articles, les photocopier, comment ça se dit, mon technicien, je ne sais plus, mais enfin les numériser et les rendre accessibles en intégrant, comme vous le savez, avec une contribution de Frédéric, une contribution qui présente l'ensemble du projet, une contribution bien évidemment de Daniel Serziel, les deux articles qui ont été cités entre autres par Jean-Sébastien ce matin, donc les reconnaissances mutuelles, voilà, de Charbonneau à Ellul et de Ellul à Charbonneau, et un dernier article de Ellul qui paraît plus tard dans Combat Nature. Voilà donc l'origine, la genèse de ce petit magnifique bouquin qui s'appelle La nature du combat, et voilà, que je peux aujourd'hui serrer dans ma main. C'est vraiment un cadeau que j'ai reçu à côté du doctorat et de bien d'autres choses. Voilà, ça c'est l'histoire toute courte, mais quand même très passionnante, qui fait l'amour de la recherche. Je pense que c'est quelque chose que nous partageons aussi, chacun dans sa piste. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui nourrit la passion qui nous porte ici aujourd'hui, qui nous portera aussi, entre autres, à nous faire voir et écouter aussi pour les copains et les collègues après, grâce à l'enregistrement que Jérôme est en train de faire. Voilà donc une récolte d'articles qui ont une histoire. Donc ce n'est pas juste une petite collaboration qui est née comme ça parce qu'il y avait du temps. Il y a un projet par derrière qui a été perdu un peu dans l'histoire jusqu'à il y a quelques années. Donc à un certain moment, la revue Combat Nature, avec qui Charbonneau collabore, interpelle Bernard Charbonneau. Charbonneau contacte Jacques Ellul, les deux commencent à réfléchir et décident de rédiger des petits articles tout au long d'une année et demie. On est donc sur un axe de temps très long, ce qui n'est pas anodin vu ce qu'on a dit et vu tout ce qu'on sait de nos deux auteurs. Donc il y a trois premiers éléments que je voudrais souligner par rapport à l'origine de ce projet. Tout d'abord, il s'agit donc d'une collaboration sur une certaine durée. Donc, ce n'est pas un projet de livre qui va être balancé à qui souhaiterait l'acheter, mais c'est une collaboration qui dure des mois, des années, avec le temps, avec le recul de lire une contribution et puis l'autre, prendre du temps. Combat Nature étant bimestriel, ça fait quand même vraiment du temps pour réfléchir. Un deuxième remarque, 82, 83, 84 sont les années de publication, de parution, enfin 83, 85, pardon, sont les années de parution de ces articles. Ce sont des années où les deux ne sont plus des jeunes. Donc là, on a souvent cité les manifestes personnalistes, les documents de jeunesse de nos deux auteurs. Là, on est à l'autre bout. Et donc, je ne vais surtout pas proposer l'idée que ce soit un testament spirituel à 4 mains des deux auteurs, surtout pas. Voilà, je dirais bien au contraire. On est là donc dans une rencontre, un dialogue entre nos deux auteurs qui, tout en faisant le point sur tout un tas de choses, d'éléments, de thématiques qui ont été approfondis, présentés, discutés, en accord et en polémique parfois, tout au long de leur vie, arrivent à un certain moment, donc en 83, à dire bon, il est temps de trouver des interlocuteurs avec qui porter une fois de plus ce projet. Donc là, je dirais, c'est vraiment plutôt des insoumis que des témoins qui disent bon, c'est le dernier discours que l'on fait et on va laisser à d'autres. Voilà, donc cette reprise des convictions majeures de Jacques Ellul et de Bernard Charbonneau se fait cette fois de façon exceptionnelle, je dirais. Un dialogue construit à l'amont et avec une structure. Donc tout en ayant un créneau de temps assez important, hein, donc
an, enfin 2 ans presque, les deux ont quand même bien structuré leur discours, leur dialogue, hein, et notre livre a donc aujourd'hui eu raison d'être de plus, mais qui peut être aujourd'hui tel, justement parce qu'avant ça a été publié pas à pas, et pas juste tout ensemble sur un gros texte comme celui que nous pouvons aujourd'hui avoir sous les yeux. Alors, comme vous le savez, Combat Nature, c'est le troisième et dernier élément de préparation, donc il y a un couple d'auteurs qui travaillent depuis toujours ensemble et qui arrivent donc à la fin de leur vie, même pas, à un moment assez avancé de leur vie, à souhaiter mettre des points et interpeller des nouvelles personnes dans leur dialogue. Là, le choix de le faire sur un long temps et sur une longue période, et troisièmement, un public ciblé. Donc ce n'est pas anodin le fait de choisir Combat Nature et pas une autre revue, lorsqu'il y en avait quand même pas mal avec lesquels les deux auteurs auraient pu collaborer. Donc le fait de se mettre en dialogue et de repositionner tout un tas de thématiques prioritaires a aussi un public spécifique qui est là, qui est choisi et qui est donc le public, entre guillemets, écolo des années 80, hein, des années resplendissant du bonheur et de l'insouciance que nous avons un peu encore pu connaître. Pour ce faire, on a une démarche, une structure assez claire finalement. Il y a tout d'abord Charbonneau qui lance les deux mots-clés, nature, liberté. Enfin, ça, je ne vais pas m'arrêter sur cela parce qu'on a quand même pu approfondir tout ça hier. Donc Charbonneau définit la nature comme celle qui nous donne le meilleur de nos joies, dit-il, et cependant comme celle que tout le monde souhaiterait quand même améliorer davantage. Un tout petit peu, parce que quand même, il y a toujours encore quelque chose à ajuster. La nature et elle, on l'a vu ça aussi, un dialogue et nous interpelle surtout à partir de notre propre vision éthique, manière de vivre notre propre liberté. Donc voilà, la liberté est dans ce cas le moteur à justification, je cite Charbonneau, moteur et justification du bouleversement de la Terre par le système technicien. Donc on a ces deux définitions qui sont données tout de suite par Bernard Charbonneau, définition auxquelles Ellul rajoute la couche chrétienne. C'est la seule contribution de Jacques Ellul sur Combat Nature dans le cadre de ce projet où Ellul parle de façon très explicite du rôle du christianisme dans tout ça, dans tout le dossier nature, écologie, politique, etc. Là, un tout premier pas, elle choisit de dire, voilà, il y a quand même des implications du christianisme, quand même de certaines idéologies chrétiennes dans les dynamiques, soi-disant libres, qui sont en train de bouleverser la nature, l'écosystème et les écosystèmes. Et donc voilà, il met tout de suite le doigt, Ellul, sur la question des responsabilités et d'un certain échec du christianisme par rapport à tout ça. Là où il dit, le message chrétien, le message en général de l'histoire du salut est un message de libération, un message qui présente la nature comme inclusive de la créature qui est l'être humain. Voilà, l'être humain, une fois qu'il découvre la technique, les techniques, entame un processus, vous le savez, un processus de désacralisation de la nature, par lequel il arrivera donc à exploiter, à violer, à rater, en fait, tout simplement, ce qui a été par ailleurs annoncé dans l'histoire du salut. L'analyse d'Ellul donc présente 3 leçons, dit-il. Donc il arrête un peu, il se concentre un peu sur les 3 actions de gérer la nature, la création, sur la notion de finitude. On a été magistralement conduit sur cela hier, et sur notamment, évidemment, la question de la non-puissance. Donc là, la pensée de Charbonneau, liberté, nature, se rejoint et assume une 3e dimension
par la relecture de Ellul à travers justement le fameux, incontournable, je dirais, concept de non-puissance. La non-puissance est donc, une fois de plus, mise en avant comme première contribution de la part d'Ellul comme étant l'horizon éthique fondamental de l'être humain, notamment du christianisme. Voilà. Enraciné donc dans le message chrétien de l'incarnation de la kénose. Pour reprendre une autre expression que Daniel Cerezuel nous avait rappelée, la recherche, la quête de la non-puissance est donc la mère de tout combat de la liberté, en contre-tendance dans un monde qui, lui, est un monde de puissance et de nécessité. Donc, on est vraiment dans une dynamique de rupture et de prise de conscience encore de quelque chose qui est très important et qui peut vraiment changer radicalement les perspectives. Je voudrais juste citer un petit passage. Voilà. Lui rebondit dans cette première, dans la pierre qui fonde un peu cette œuvre, en disant choisir la non-puissance, c'est justement aussi notre liberté par rapport à nos tendances naturelles. Au contraire, au milieu de ce monde de fatalité, nous avons à introduire une liberté qui ne peut s'exprimer que par la décision de non-domination, non-violence, non-aliénation de l'autre, non-exploitation. Voilà donc la mère de tout combat pour la liberté qui est mise en avant pour fonder ce projet commun de dialogue entre les deux et aussi d'interpellation justement des générations d'écolos, comme ils définissent leurs interlocuteurs. Voilà. Il y a par la suite des étapes. Je ne vais pas vous spoilerer, comme on dirait, c'est du mauvais français, mais vous annoncez, vous racontez tout le livre, mais quand même, il y a des étapes dans le dialogue. Après cette première ouverture, les deux se confrontent sur la question de la croissance démographique, de la reproduction de la vie, donc sur cette idée de levure, de croissance, notamment des personnes physiques sur la planète. Le deuxième concept de croissance est lié, en deuxième étape, à la croissance bien évidemment économique et de la production. Donc, tant Charbonneau que Ellul réfléchissent d'un côté à la banlieue totale évidemment et du côté de la mondialisation. Cela amène les deux auteurs à se positionner en troisième étape sur tout un tas de questions autour du politique et de la politique. Donc, tout d'abord, une réflexion partagée autour de la politique et de son rapport aux questions socio-économiques et bien évidemment environnementales, avec le volet de approfondissement et critique des idées de nation, patrie, etc., et de guerre, de conflit, etc. Donc on a, disons, en fin de cette première partie du dialogue, une grande analyse proposée par les deux de toutes les questions, tout un tas de questions d'enjeux qui lient la question environnementale à la question de la gestion politique, par le biais justement de l'analyse et de la critique de la présence de la technique derrière les coulisses de tout ça, que ce soit la politique, les questions environnementales. Vers la moitié de ce chemin, on arrive à la fin 83. Deux articles, me semble-t-il, donnent deux clés de lecture importantes pour pouvoir continuer et reprendre ce qui a été dit. C'est le cas de la communication de Jacques Ellul autour de la com, de la communication, des informations, de comment on gère tout le passage d'informations qui traversent le monde, qui nourrissent les sociétés, les débats, et les conflits et les bagues différents. Et de l'autre côté, l'article, à mon sens, mais là c'est vraiment pas professionnel de faire des top 10 dans les articles,
là, c'est l'article le plus beau de Bernard Charbonneau dans cette contribution, un article qui, évidemment, parle de l'espace et du temps, où nous lisons vraiment des pages magnifiques de réflexions qui sont très charbonnoïques, je ne sais pas comment on dirait, charbonniennes, mais en même temps, puisqu'elles sont écrites, voilà, à la fin de tout un tas de rédactions de textes et tout, et en dialogue avec son alter ego intellectuel, elles sont vraiment particulièrement précieuses, particulièrement riches, je dirais. Donc voilà, les deux de lecture, hein, donc, au début, les deux auteurs donnent un peu le cadre de la réflexion, du dialogue, hein, donc nature, liberté, non-puissance. Vers la moitié du chemin, il y a donc une halte, je dirais, où les deux reprennent une fois de plus le temps de réfléchir donc à la surproduction d'informations, de communication et tout ça, donc ces orages de mots à l'intérieur duquel les êtres humains se retrouvent et les sociétés avec, et de l'autre côté, ces réflexions classiques charbonnants sur le rétrécissement de l'espace et le raccourcissement du temps. Et c'est là que je me suis dit, voilà, pour revenir un peu sur le portrait des deux auteurs que Jean-Sébastien ce matin nous a partagé, je me suis, voilà, rendu compte, en lisant dans le foulée les deux contributions, qu'à la fin du livre, mais déjà à la moitié de ce livre, vous avez vraiment parfois l'impression de le voir, ces deux, de voir les deux qui discutent entre eux, et à un certain moment, avant d'écrire, Charbonneau qui part regarder l'horizon pour le décrire ensuite. Ces horizons déchirés, des chantiers, les premières panoramiques de l'Anthropocène qui sont là, qui s'annoncent et qui sont visibles, et lui qui part de son côté à lire des journaux, des informations, des choses pour ensuite rédiger de façon régulière, polémique souvent. Et voilà. Et donc on a vraiment le rare athée de bibliothèque d'un côté et le mystique marcheur de l'autre qui se rencontrent et qui met ensemble ces deux visions et ces deux synthèses aussi de leur pensée individuelle et partagée aussi. Voilà, après ce don des deux clés de lecture, une chacune, on ouvre sur l'art, sur la culture de masse, sur la propagande, et par cela, en deuxième étape, sur les désordres, au pluriel. Hein, donc voilà, le lien, là encore, est très évident. Hein, donc il y a d'un côté si tout à l'heure, enfin, tout au début, on parlait de la massification, de la croissance infernale, l'interlocuteur, l'acteur, le seul possible à la vie des deux, et justement la pensée écologique, l'action écologique. Il faut tout d'abord que les priorités soient recadrées et qu'elles le soient à partir des nécessités, des droits, de l'importance que la planète vie, comme Charbonneau l'appelle, puisse être tout d'abord prise en charge et respectée. Par la suite, tout le reste, on va voir. Mais c'est vraiment un peu le discours de fond, on dirait. C'est toujours à ce moment-là, donc à la fin 83, que Charbonneau revient avec un petit article de plus. Donc si vous aimez la symétrie, là vous allez un peu râler parce qu'il n'y en a pas 22, il y en a 23. Alors il faudra tout de suite trouver l'intrus. Je vous le dis. L'intrus, c'est Charbonneau, à la fin 83, qui répondit sur les raisons profondes de ce travail à 80. Et ça, je trouve, c'est un passage important à connaître, donc je vous le dis. En espérant de ne pas vous donner, de ne pas enlever vos envies de lire l'ensemble du livre. Alors, Charbonneau, page 154 de notre livre, notamment l'article Écologie et menaces de guerre nucléaire, mai 84, nous dit les réflexions qui précèdent avaient d'abord pour but de montrer à quel point l'analyse écologique permet de remonter jusqu'aux causes profondes, au lieu de s'en tenir aux effets, comme le font les idéologies religieuses ou politico-économiques. Des
carapace de ces mots, de ce discours, je cite un peu plus loin, désintégrer donc le carapace de ces mots et des discours qui le protègent sous maintes formes n'est pas affaire de laboratoire, ni de surgénérateur. Elle est affaire d'un libre esprit qui n'aura pas honte de se référer aux catégories traditionnelles du temps et de l'espace. Je répète cette dernière partie. C'est affaire donc d'un libre esprit qui n'aura pas honte de se référer aux catégories traditionnelles du temps et de l'espace. Or, je ne sais pas si c'est parce que je culpabilisais un peu, parce que je ne suis pas trop active dans le combat écologique et que heureusement que Jean-Sébastien et Caroline sont là. Mais je me dis, ces mots-là sont aussi importants. Ils reviennent d'ailleurs chez Ellul à plusieurs reprises. Il faut, on l'a évoqué ce matin aussi, il faut une prise de conscience continue et renouvelée. Il faut que cette prise de conscience puisse, elle aussi, passer par des catégories traditionnelles et par des métiers traditionnels. Pas seulement le métier concret artisanal, mais aussi l'artisanat de la recherche. C'est pour ça que je plaide. Et je pense que c'est vraiment, ça a été important de garder, par exemple, notre colloque en présentiel, parce que vraiment, le fait de se conformer au siècle présent en passant, nous aussi, en visio, tout simplement, et tout ça, aurait été, en effet, une sorte de baisser un peu la tête à la honte, comme ils disent, de nous référer à des catégories traditionnelles. C'est pas pour faire de l'apologétique, hein, c'est vraiment pour dire, voilà, il y a quand même des choix que l'on doit porter, et le fait de faire de la recherche, le fait de s'arrêter de lire, d'étudier, de penser, ça fait partie de ce travail de ressourcement qui est vraiment essentiel aussi à nos compagnons et compagnonnes qui luttent sur le terrain. Donc voilà, ce mouvement de aller-retour qui concerne les uns et les autres et qui a plusieurs formes est vraiment là depuis. Et c'est vraiment important. Je continue la citation. Charbonneau dit il n'est d'écologie ou de pensée qualifiée de telle qu'en fonction de l'espace-temps terrestre et humain. La critique de notre situation, qui s'y réfère, est ainsi menée aux vraies questions et donc aux vraies solutions. Pour dire, voilà, l'importance aussi de prendre le recul, de prendre le temps pour réfléchir à ce qu'on fait et pour ressourcer les actions par les mots et les mots par les actions dans ce continu travail, et là je fais la théologienne praticienne, dans ce travail continu de corrélation est vraiment essentiel et il l'est de plus en plus. Voilà, le combat, donc, la quête de sens passe par une analyse des causes profondes. Et c'est là que je trouve, une fois encore, du côté méthodologique, le théologien, sociologue, etc., Ellul. Et comment vous avez dit ce matin, spirituel et athéiste, Charbonneau, se rejoignent justement encore sur les questions des causes profondes de l'esprit et de la raison d'être, pour citer une formule classique. Voilà, pour cela, donc, tout ça est une question de libre esprit, justement. Et lui, par la suite, va mettre encore un dernier accent d'importance primaire, à mon sens, en parlant des idéologies et en faisant un appel très fort, pourvu que l'écologie ne devienne pas, elle aussi, une idéologie. Du moment où l'écologie devient idéologique, c'est fini. On est passé du côté de la technique pour faire un peu la version simplifiée. Hein. Mais voilà, c'est là que tout tombe. Du moment où l'écologie devient une idéologie, basta. Ça sert plus. On a vraiment raté. Je peux prendre 2 minutes? Si? Ok. Alors, tout ça et bien plus, dans ce livre. Alors, j'ai essayé, mais voilà, je vous demande pardon, je n'arrive pas à faire plus que quelques petites intuitions, partage d'intuitions. J'ai vraiment pas eu le temps de raisonner, justement, de prendre le recul et de réécrire, de réécrire tout ça. Mais j'ai quand même 2 intuitions qui me semblent intéressantes à partager, justement, pour l'échange entre nous. Donc, il s'agit justement d'une première réflexion que je souhaiterais partager avec vous autour des questions sur l'individu dans sa place dans la société.
Et ça rejoint aussi ce que Chris disait hier matin, une deuxième intuition autour de ce que Chris hier appelait les récits fondateurs. Alors, tout ça pour dire, voilà, si les intellectos, on a un rôle, c'est plutôt le rôle de discuter, d'analyser, de déconstruire voilà, la rhétorique, la communication technicienne, pour le dire de façon élégante, la propagande, l'esprit de mensonge, pour la dire à l'éolienne. Voilà, quant à l'individu, là je m'appuie sur la lecture par exemple d'un philosophe d'origine coréenne qui travaille en Allemagne, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han travaille sur vous avez des titres du genre psychopolitique, l'exclusion de l'autre, etc. Si vous connaissez, j'espère qu'il y en a dans la salle qui le connaissent un peu. L'individu, dit Byung-Chul Han, est de plus en plus poussé en avant par les systèmes techniciens, les moyens techniciens. Donc on a un individu qui est exposé, mais tout le temps, sur les réseaux sociaux, etc., de toute manière, mais il est aussi exponentiel, parce qu'on assiste, on le sait, à un développement, surdéveloppement de l'individu, voire de l'ego, qui est mis en place par les réseaux sociaux, par la technique en général. Donc, cet individu exponentiel et explosé se retrouve dans un entre-deux. Dans tout épisode, dans toute étape de sa vie, il vit dans un entre-deux qui comporte par contre le fait que l'un des deux pôles de cet entre-deux est toujours numérique, dématérialisé. Ça me fait penser que voilà, on est là à une actualisation de ce que Charbonneau disait lorsqu'il parlait de l'espace qui est chamboulé, qui est réduit, qui est voilà, cette terre qui est réduite, et l'homme qui court un rond et un rond et un rond, mais la terre est ronde, et donc on fait comme les écureuils. Ce sont des images que vous allez retrouver. Donc d'un côté c'est là, un individu, donc je répète, exponentiel et explosé, dans un entre-deux qui a quand même un peu dématérialisé. Donc on a en réalité une disproportion énorme entre une réalité tangible dont on ne s'occupe pas et un ailleurs numérique dématérialisé duquel on s'occupe. Ce qui fait un hyperbole de ce que Ellul et Charbonneau ont analysé par rapport justement à l'espace et à tout ça. De l'autre côté, donc, la question des récits fondateurs. Rien de nouveau, Byung-Chul Han, entre autres, est parmi ceux qui théorisent, qui analysent la société de l'immédiat, de l'absence de médiation. Donc on fait le jeu de mots entre l'immédiateté et la non-médiation par les médias. Voilà, dans cette société dans laquelle toute action, toute forme d'existence est obligée à évacuer le temps. Click or die. Si on ne réagit pas immédiatement, c'est comme si on n'existait pas. Et donc on n'a plus le temps de réagir. Ce qui fait, voilà, l'autre axe de réflexion et une autre actualisation possible. Non pas seulement l'espace n'existe plus, puisqu'il y en a une moitié qui est dématérialisée, voilà, mais aussi le temps, qui était invertébré pour le Castelli avec lequel Ellul interagissait dans l'espérance oubliée. Aujourd'hui, le temps n'est pas seulement invertébré et évacué, carrément. Il faut vraiment être dans l'immédiat total tout le temps. Dans ce cadre-là, il y a quand même des narratives, des histoires, des récits, de la propagande, de l'esprit de mensonge, qui nous racontent plein de choses, qui sont conçues à partir, par exemple, de l'utilisation de l'emploi des big data, et qui sont conçues pour viser avec une précision effrayante chaque individu à tout âge de sa vie. On a des récits pour tout âge, des images avatars de chacun vice-versa a droit à son propre avatar, à son propre image, qu'il construit par soi-même. Et cet avatar-là, ce discours-là, a quand même droit à son propre récit.
dans lequel priment souvent des sentiments, des sensations portées à l'extrême. Que ce soit Squid Game ou les derniers dessins animés de Disney, tout est hyperbole, tout est porté à l'extrême. Et là, c'est la théologienne qui parle encore une fois, et puis elle arrête. Dans tout ça, on m'a appris, en faisant de la théologie, qu'il faut, lorsqu'on analyse les discours, se poser la question, quel est le Dieu que l'on est en train de décrire? Alors, si on analyse la narrative, la rhétorique technicienne, la question que je me pose en théologienne est aussi, mais alors, ce Dieu technique, comment est-ce qu'on en parle à partir des récits que la technique fournit, des outils que la technique fournit aux êtres humains? Quels dieux sont donc nous en train de raconter et de voir dans la communication qui est faite par la technique et dans la technique? On a certainement en Dieu une technique bienveillante, une technique inclusive. Enfin, on a les super-héros black. Enfin, on a les princesses Disney avec les lunettes et sans pouvoir. C'est magnifique. C'est une déesse, la technique, qui fait pratique de empowering, ce fameux mot que j'arrive jamais à traduire en français, mais bon, capacitation en espagnol, mais bueno, empowerment, donc donner de la puissance justement, c'est là que je marque en tant que livre. La technique nous donne donc des pouvoirs, des capacités, mais est-ce qu'elle nous donne de la prise de conscience? Encore, pour répondre à la question, quelles sont les caractéristiques de cette divinité, à côté du pouvoir, la technique prend bien évidemment la liberté. Elle nous en donne de plus en plus, puisque chacun a son smartphone, chacun a ses avatars, etc. Donc, c'est une divinité bienveillante, inclusive, qui donne du pouvoir, qui donne de la liberté, qui nous libère. D'où mon enracinement et ma conviction de plus en plus forte dans la pensée émilienne et de Charbonneau, c'est-à-dire la liberté et alors, pour ma part, désacralisation de plus en plus. Si on veut vraiment être libre, il faut vraiment désacraliser cette divinité. Il faut donc rentrer dans la perspective plutôt du combat contre cette divinité et essayer justement cette tâche d'aller contre-courant. À savoir, c'est de construire des liens, des actions partagées, concrètes et locales. Ce qui est surtout pas ce que la déesse technique demande de faire. Avoir des liens véritables en 3 dimensions entre nous, faire des actions là où nous sommes et pas pour quelques œuvres à l'autre bout du monde ou plutôt de l'écran, et agir là où nous sommes aujourd'hui et maintenant. Ça garde, à mon sens, toute son actualité et toute son importance aujourd'hui.